Bonsoir. Yes. Donc, je viens ce soir partager, c'est un grand plaisir pour moi de partager ma passion, donc mon art de vivre, ou l'art qui fait ma vie, avec vous et de vous amener découvrir l'univers de la brousse avec tous ses aléas, tout le bonheur qu'on peut trouver et aussi tout ce qu'il y a d'un peu dur, d'un peu vrai à encaisser, comme on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de production ou beaucoup de production sans destruction. Voilà. Donc l'histoire aujourd'hui pour nous, c'est de parler de l'arbre. Mais de l'arbre comment? L'arbre que nous utilisons aujourd'hui dans notre métier, on n'utilise que des arbres morts. On n'utilise que des arbres morts pour faire l'ébénisterie parce que pour un ébéniste sahélien qui découvre le vrai métier d'ébénisterie avec les normes internationales où on est obligé d'abattre des arbres verts, les faire sécher pendant minimum 18 mois avant de commencer à les utiliser, donc ne colle pas forcément avec notre logique burkinabé où on n'est déjà pas un pays forestier, donc on n'a que des petits arbres et la quantité ne suffit pas pour qu'on abatte ou qu'on plante. Donc moi j'étais un peu outré de voir qu'on allait couper des arbres parce qu'on voulait vendre des meubles. Mais c'était un métier que j'avais appris. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire dans cette démarche-là, c'est d'arriver quelque part aussi à continuer à travailler, mais à valoriser quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai trouvé chez moi. Je l'ai trouvé dans mes racines à chaque fois que je revenais. Donc, je revenais presque chaque an à Fada, donc pendant que j'étais en Europe, et je faisais des recherches en brousse, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que le bois qu'on dit peut-être bois flotté ailleurs, ici, c'est du bois coulé. Il est tellement dense qu'il pourrait servir à autre chose. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on a commencé à pousser. Donc, la recherche, on s'est convaincu nous-mêmes que c'était possible d'en faire un travail et que c'était un matériau qui valait la peine d'être valorisé. Voilà. Donc, quand nous, les jeunes gourmandiers de la région de Fada, la région de l'Est en gros, donc la région d'où je viens, quand on se marie, d'office, ça veut dire qu'on est devenu responsable. Et quand on est responsable dans nos cultures, ça veut dire qu'il faut faire un champ. Parce que le champ, c'est un peu le premier métier, même si ça dure que 4 ou 5 mois dans l'année. Et pour faire un champ, on est obligé de couper. On est obligé d'aller couper tous les arbres parce que ce que l'on veut planter va amener à demander du soleil et les arbres vont apporter l'ombrage qui va nuire à ce champ-là. Donc, quelque part, on va tout détruire parce que nous voulons planter un champ. Et nous voulons planter des arbres et nous voulons planter du mil, du maïs ou du sorgho. Donc, en détruisant peut-être quelque chose qui valait plus, il y en a qui font des grands champs et qui ne récoltent rien. Et pendant ce temps, ils auraient beaucoup détruit derrière avant d'y arriver. Et du coup, ça fait vraiment des grands gâchis. Voilà. Donc, quand on coupe le champ, parce qu'on s'est marié, on peut le faire soit à côté du champ familial, soit on va le faire loin dans un autre coin. Et quand on va dans un nouveau coin, c'est tout de suite les prémices d'un amour de culture. Au début, on est tout seul avec sa petite case et progressivement, on va inviter du monde, on va avoir nos cousins qui vont venir, on va s'installer et ça crée petit à petit une concession et plus tard un village. En tout cas, et surtout, ça va créer une nouvelle zone de déforestation parce que dès qu'on va venir s'installer là-bas, donc on va commencer à diminuer donc, les arbres pour pouvoir faire nos routes, pour pouvoir faire nos petits champs et construire nos maisons. Donc, progressivement, on détruit et on continue à détruire. Donc, du coup, une fois aussi qu'on détruit, on finit de détruire. Donc, c'est un peu comme ça que je vois, c'est beaucoup de destruction. Donc, quand on a fini de détruire, le bois, souvent, il peut être vendu dans les villes par des camionneurs qui viennent ou fait en charbon. Donc, en charbon de bois sur place, sur les sites. Donc, avec une grande capacité de destruction, parce que quand on fait du charbon de bois à côté d'un champ, ça veut dire que c'est un champ mort.
100 mètres à la ronde, il n'y a plus rien qui pourra vraiment bien pousser. Parce que la terre, elle a tellement chauffé que ce qui était en bas qui allait nourrir les racines, donc elles ont séché ou ça tarit. Et du coup, c'est vraiment de la grande destruction quand on coupe pour faire soit après du charbon. Et quand ce n'est pas du charbon, donc on a des camionneurs donc, qui viennent de la ville, donc surtout des grandes villes comme Kupela, Fada ou Dowaga, donc qui viennent dans ces brousses-là pour chercher ce bois, donc qui devient quelque chose d'important, quelque chose de valeureux, puisque ils vont se faire de l'argent. Donc ils arrivent avec des petites enveloppes. Donc les paysans qui n'ont pas beaucoup d'argent sont contents de vendre tout ce qu'ils ont coupé. Donc ils ont coupé beaucoup de bois qu'ils vont charger après dans ces camions-là. C'est eux qui les ajustent, qui les rétaillent, le font tout à la machette ou à la hache ou au coupe-coupe. Et ils aident le camionneur à charger. Et pendant longtemps, ils ne venaient que pendant la saison sèche, donc où le paysan il est disponible pour faire le chargement parce que quand la saison des pluies commence, les agriculteurs n'ont plus le temps d'aller faire d'autres activités. Mais maintenant, c'est devenu tellement un business que même en pleine saison des pluies, les gens vont abandonner le champ pour aller faire le chargement parce que le camion est venu et si on fait un chargement, on a 70 000 francs. Et à cause de ça, on continue à couper des champs et beaucoup de champs qui ne sont pas cultivés. Donc c'est bien dommage parce que quand on arrive, on voit des nouveaux champs. Quand on va plus loin, on pose la question. Il dit, ah mais il a coupé, il a juste vendu le bois et il est parti. Parce qu'il savait que s'il coupait, ça coûtait 6 000 d'aller payer comme taxe pour faire son champ. Et quand on va chez les forestiers, on précise que c'est de cet arbre à l'autre là-bas et de l'arbre là-bas à celui-là. Donc voilà, c'est assez des zones géométriques dans la tête qui ne donnent pas vraiment des limites où on a le droit de tout ravager selon la culture qu'on veut faire. Donc, et qu'est-ce qu'on va cultiver dans ces champs-là une fois qu'on les cultive vraiment? Donc, on va cultiver du maïs, du coton, du sésame, du mil. Donc, le sésame aujourd'hui, il est vendu en bio ou pas bio, parce qu'on ne sait pas finalement comment il est cultivé, surtout sur des terrains bien plats, même s'il y a du bio à côté et du pas bio à côté. Donc, je ne sais pas s'ils ne seront pas tous pas bio. Donc, et du coup, voilà, le paysan qui cultivait pour nourrir sa famille est devenu un petit entrepreneur. Il est devenu un petit entrepreneur, donc il va cultiver et forcément il va vendre au plus offrant. Donc le plus offrant, c'est celui qui va venir acheter son sésame au très bon prix ou son coton, voilà. Et pour le coton, on sait même comment la filière elle marche. Donc, parce qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut et qu'ils donnent et le paysan cultive, rembourse les investissements et après récolte son petit bénéfice. Voilà. Et derrière, s'ils ne cultivent pas du coton, ils vont cultiver du sésame, parce que le sésame qui est devenu très rentable, donc amène par contre, quand on coupait les champs avant, il les délimitait en laissant quelques arbres, et surtout des arbres de caritier, des résiniers, donc un peu parsemés, sous lesquels on pouvait cultiver soit du piment ou d'autres plants qui n'aiment pas beaucoup de soleil. Mais maintenant, dès qu'on veut cultiver du sésame, on dit, ben, ah, s'il y a l'arbre là, le sésame il va être mince, grand, mais il ne pourra rien produire. Et du coup, ben, on va couper là-bas, on va couper de l'autre côté, et on élague tout parce que ben, c'est le sésame qui va nous donner l'argent qu'il faut pour tenir les 7 autres mois qui viennent avant la prochaine autre saison. Donc, quelque part, pourquoi il y a ça? Il y a ça parce qu'il y a une demande. Et cette demande, elle ne vient pas forcément du Burkina. Cette demande, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'un phénomène qui se passe quelque part très loin. Parce que beaucoup de gens qui, pendant longtemps, consommaient sans savoir tous les dégâts de l'huile de palme, aujourd'hui se sont retournés tout simplement vers l'huile de sésame parce que c'est vendu comme quelque chose de bio, comme quelque chose de naturel. Sans forcément, il y en a du bio, mais ce n'est pas tout bio. Donc, mais la plus grande partie est vendue comme du sésame bio. Donc, ils viennent chercher leur sésame en local et puis ils le transforment soit localement, soit là-bas pour le faire en huile, pour remplacer l'huile de palme. Donc, quelque part, quand on n'utilise pas l'huile de palme et qu'on va prendre l'huile de sésame, on est toujours dans cet infernal puisque le problème qui a fait qu'on a déforesté en Amazonie,
c'est le même au Brésil, c'est le même problème qui fait qu'on continue à déforester dans la région de l'Est. Et pareil, pour le camionneur qui va venir avec son bout de bois ou son camion chargé en hors gabarit, comme on les croise sur la route. Donc, et c'est vraiment des camions donc, chargés jusqu'en haut et même souvent sur le côté parce que il y a le surplus de bois, donc on va charger, 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 après surcharger. Et une fois qu'on a fini de surcharger, ben on attache sur les côtés et à l'arrière du camion, donc pour pouvoir prendre le maximum, donc en respectant plus aucun quota, en respectant plus non plus les règles de circulation routière, donc en détruisant plus les routes. Et ce bois, il arrive finalement dans ces villes, il s'arrête à Kupela, à Zorgo, et d'autres arrivent à Ouaga. Donc notre chère ville Ouaga, qui a bien grandi, qui a bien évolué, mais qui est toujours goulue en bois, qui est toujours consommatrice de bois. Donc, quelque part, on a évolué, on a découvert les belles villas, on les a construites, on en possède, mais tout derrière, ça n'a pas suivi parce qu'on continue toujours à détruire notre forêt pour pouvoir subvenir à nos petits besoins et surtout à nos besoins quotidiens, qui est d'aller manger un petit bout de viande dans un maquis, dans un petit bistrot, aller manger des brochettes ou ceux qui vont aller boire l'air de l'eau. Donc voilà, c'est dur de le faire au gaz. Donc ils demanderont qu'il n'y a pas le petit goût là de fumée là, parce que voilà, c'est pas fait au feu de bois. Donc voilà, c'est du coup, quelque part, on est tous responsables de cette dégradation. Donc, je dis que si on va manger un bout de viande dans un maquis où ils ont grillé au feu de bois, donc on a contribué à acheter le bois de la tantille au quartier qui revend son tas de bois, donc qu'elle a fait venir par le camionneur qui allait à Fada, et inconsciemment, on a participé à cette destruction donc, de cette brousse-là, qui petit à petit est quand même en train de finir. Et chez moi, on aime bien dire, surtout quand on parle aux paysans, de ne pas couper. Ils disent, mais la brousse, elle est grande, ça ne peut pas finir. Mais bon, quand on diminue et on n'ajoute pas, mais ça finit par finir un jour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on diminue dans cette brousse? On diminue des lianes, on diminue des espèces peut-être qu'aucun scientifique n'a encore identifiées, on diminue des arbustes et on diminue des arbres, des grands arbres qui produisent du beau bois. Et de quoi parle-t-on quand on dit du bois au Burkina? Le bois au Burkina, on a de l'acajou, on a du karité, on a du padouk, on a du balanites. En tout cas, nos espèces de bois, elles vont loin, loin, loin. On a jusqu'à 360 espèces, et même plus, puisque certaines ne sont pas encore identifiées. Donc, dans ce grand lot, moi, je vais parler juste de quelques-unes, parce que le temps ne nous permet pas de développer tout. Donc, et je vais parler du caïcédra, donc, qui est un arbre majestueux que tout le monde connaît, l'acajou caïcédra. Donc, le caïcédra qui va produire le bois d'acajou. Donc, le bois d'acajou qui est différent vraiment de la noix cajou, parce qu'on fait beaucoup on confond beaucoup, on entend beaucoup de gens dire on va acheter des noix cajou, pendant que ce n'est pas des noix cajou, l'acajou c'est du bois, et on va plutôt acheter de l'anacarde, donc la noix cajou. Et le bois d'acajou, lui, vient de Kaya sénégalensis, donc le caïcédra, donc qui est un très très beau bois. L'arbre, déjà quand lui vit, il a toutes les propriétés pour qu'on se soigne. Donc les racines, ça va servir à se soigner, l'écorce, ça permet de se soigner, et les feuilles, ça permet de se soigner, les fleurs aussi. Et après, il y a une grande quantité de bois, parce qu'un arbre qui peut faire jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres de diamètre, et qui peut pousser jusqu'à 35 mètres de haut, on a une grande quantité de bois qui peut sortir dedans. Donc c'est quelque chose d'important une fois que l'arbre aussi, il est desséché. Donc on ne les abat pas exprès pour faire du bois, mais quand on décède, ou quand l'arbre décède, du coup, il a quand même tout ça à offrir encore et que nous, maintenant, en tant que producteurs, pouvons récupérer pour le transformer. Et c'est un très beau bois, il est rouge,
parfumé. C'est un des bois qui a été le plus trafiqué, le plus commercialisé depuis les années 1800. Aujourd'hui, c'est un des bois les plus chers au monde, pas l'acajou du Burkina, mais de la famille des acajou, parce que l'acajou du Cuba, aujourd'hui, est évalué quand même entre 30 000 et 50 000 euros du mètre cube. Donc, pour un arbre qui a poussé, voilà, ici on dirait c'est juste un arbre. Voilà. Mais ce n'est pas juste un arbre. Voilà. Et si on parle d'un autre arbre, ben, on a le karité. Donc, le karité aussi qui est un bois rouge, donc très dur, très dense. Donc, il est très parfumé, et agréable à travailler et il est très résistant. Donc, c'est un arbre qui va, avant de devenir du bois, il va fournir le fruit de karité. Tous les petits bergers ou tous ceux qui habitent à côté de la brousse ou qui ont eu accès, ils connaissent le goût du fruit. Donc, on a le beau karité, le bon karité, donc le beau bout de bois, les belles fleurs qui vont donner du bon miel quand les abeilles elles vont passer dessus. Donc, c'est un arbre aussi à plein de vertus et nous n'avons pas à le détruire, ni faire du charbon, ni le brûler pour faire du dolo, pour enivrer la population. Et un autre bois aussi très valeureux, aujourd'hui, on entend que des gens se tuent en Casamance pour une essence qui est exportée en Asie, et la même essence au Burkina, par ignorance, est brûlée pour faire du dolo. Et de l'autre côté, les gens viennent pour le chercher, ils se tuent même pour ça, il y a des bagarres, et le même bois, nous, dans nos pays, il n'est pas considéré, il est brûlé pour encore enivrer les gens, parce que c'est eux qui prennent les gros troncs, et c'est eux qui achètent les gros morceaux, ou pour faire des brochettes, pendant que ça pourrait valoir 10 fois plus cher. Donc, c'est tous ces petits trucs que moi j'ai vus en faisant mon métier. Donc, on ne peut pas, voilà, ma mission, c'est pas de résoudre tout le problème autour de l'exploitation du bois, mais c'est déjà interpeller pour qu'on sache que nous avons quelque chose qui vaut, et l'arbre qui est chez chacun lui appartient du moment qu'il respecte les règles fixées par l'État. Et en ce moment, voilà, ça devient une propriété, on peut entretenir, et nous, aujourd'hui, les bois que nous utilisons sont un héritage, et si nous arrivons à les utiliser, c'est parce que d'autres les ont plantés. Et si nous, nous ne plantons pas, ah ben demain, il n'y en aura pas du tout, parce que nous sommes tous en train de les détruire, les uns après les autres, soit parce que nous voulons construire la belle villa. OK, bon, le topographe, là, il a dit, c'est ici qu'on met. OK, c'était l'arbre qui est là. OK, on le dégomme, le tractopelle, il le couche. Donc, on ne se dit pas que l'arbre, il a passé 300 ans à pousser et que notre maison, elle va pousser là. Donc, juste, et peut-être même avec la mauvaise construction, il ne fera pas 100 ans la maison. Donc, et on aurait détruit pas mal et pas mal. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était un peu ce que j'avais à partager avec vous. Donc, je vous remercie pour l'attention.